Alors, j'ai déjà, je m'en rends compte, tellement parlé de Jean-Noël Robert hier dans mon texte d'ouverture que j'ai scrupule à y revenir. Alors, là encore, c'est un professeur de la maison et euh, il y est bien connu. Tout le monde a compris qu'il a quelque chose de monstrueux. Enfin, un monstre gentil, comme dit la génération Casimir, hein, mais donc, que quand on est comme lui spécialiste de japonais, mais spécialiste de bouddhisme japonais, il faut non seulement savoir parfaitement le japonais, mais savoir parfaitement le chinois, naturellement, et puis bien savoir le sanskrit. Hein, plus toutes les langues qu'il lit comme ça pour son plaisir personnel, le russe, l'allemand, enfin tout ça, quoi, des langues banales, plus donc le latin dans lequel il tient son journal intime, comme j'ai eu l'honneur et l'avantage de vous en informer. Alors, non, mais la situation de la littérature japonaise, hein, entre le japonais et le chinois, le modèle chinois, c'est deux langues si différentes, mais que réunit une lecture presque commune. Hein, tout cela crée naturellement des circonstances tout à fait particulières et tout à fait intéressantes pour le thème qui est le nôtre. Et donc, il va nous entretenir de parler de soi dans la langue de l'autre, un entretien tenu en chinois classique entre un Coréen et un Japonais vers l'an 1600. Nous avons l'eau à la bouche, mon cher Jean-Noël, allez-y. Merci. Depuis hier, je m'attends à voir les infirmiers débarquer à ma sortie de cette salle. Tant on m'a présenté comme un monstre, en effet. Ce qui me fait penser au mot de Robert Bloch, l'écrivain américain qui a écrit Psychose, n'est-ce pas ? Je ne suis pas un monstre, j'ai un cœur d'enfant, je le garde sur mon bureau dans un bocal. Mais en tout cas... Mais d'abord, je remercie Michel Zinc de m'avoir invité à cette vraiment passionnante, ces deux passionnantes journées de colloque, et là aussi pour participer à notre culture commune qui est la bande dessinée. Je pense toujours à la première réplique du professeur Mortimer dans Le mystère de la Grande Pyramide. Moi qui ne suis qu'un simple physicien, il m'a invité à participer à ses travaux d'égyptologie. C'est un peu la même chose. Et en effet, le proverbe dit « à beau parler qui vient de loin », je suis presque confus d'être le seul à représenter l'Extrême-Orient dans toute sa complexité. Et je vais... voilà, en plus, mon titre est quelque peu déroutant. Je vais essayer de m'en expliquer aussi. La situation linguistique du Japon prémoderne, telle du moins que nous la connaissons par les œuvres littéraires, semble bien moins complexe que celle de l'Europe médiévale. Malgré l'existence d'un grand nombre de dialectes locaux, qui peuvent aller jusqu'à être mutuellement incompréhensibles s'ils ne sont pas contigus, l'immense majorité des documents écrits est consignée en deux langues, le chinois classique et le japonais classique. Au risque d'enfoncer les portes ouvertes, il convient de rappeler tout d'abord que la coexistence de ces deux langues n'est pas tout à fait comparable, malgré d'indéniables et importantes similitudes, aux situations analogues que l'on trouve en Europe, même à l'intérieur d'une aire linguistique restreinte, sur un point essentiel en tout cas. Pour prendre l'exemple de Dante et de Pétrarque, et je vous prie de m'excuser de mon audace parlant devant un tel auditoire, écrivant en latin et en toscan, même s'ils utilisaient un système phonétique identique dans l'une et l'autre langue, c'est-à-dire qu'ils prononçaient le latin peu ou prou comme l'italien sans chercher à en différencier les sons, comme le fera plus tard Erasme par exemple, il allait de soi qu'ils écrivaient deux langues différentes à l'écrit comme à l'oral, et leur prononciation du latin, pour aussi particulière qu'elle fût, voire ridicule aux gens du Nord, leur permettait d'utiliser cet idiome comme langue de communication internationale. Nous en avons un bon témoignage dans les controverses menées par Giordano Bruno à Oxford à la fin du XVIe siècle, dont les relations anglaises mentionnent pour s'en gausser les particularités de son accent, mais cela ne l'empêcha pas d'exposer oralement ses idées, en France comme en Allemagne, en Suisse comme en Angleterre. Il ne fait donc pas de doute que nous avions affaire à deux langues indépendantes, pleinement suffisantes chacune pour la communication orale et écrite. On écrivait et parlait latin, on écrivait et parlait italien, ou toute autre langue vernaculaire.
Pour ce qui est du chinois classique au Japon, en revanche, les choses sont bien différentes. Laissons d'emblée de côté les cas évidemment inévitables de déficience d'expression due au manque de culture littéraire ou au développement d'un style hybride à usage interne. On a pu parler d'un chinois de cuisine au Japon, dans un petit livre d'une présentation générale sur la littérature japonaise. Un grand japonisant français parlait de la littérature chinoise de l'époque d'Edo comme chinois de cuisine. Appelé au Japon même, selon les degrés, chinois à relent de japonais ou style chinois pervers, n'est-ce pas ? De la même façon que l'on ridiculisait chez nous la coquinaria latinitas ou le latinus culinarius. Encore que ces styles hybrides soient la démonstration négative de cette différence essentielle avec le cas européen, puisque le chinois hybride japonais n'est plus du chinois. En effet, alors que le chinois classique est une langue aussi différente du japonais classique que le turc peut différer du vietnamien, lorsqu'un japonais écrit dans cette langue, qui n'est la sienne que par l'éducation livresque, il s'efforce d'en suivre scrupuleusement les usages lexicaux et grammaticaux, en poésie comme en prose, si bien qu'il vise à présenter dans son texte écrit la plus grande conformité qu'il lui soit possible d'achever à une norme littéraire chinoise définie par les critères éducatifs. Cependant, lorsqu'il aura réalisé oralement le texte chinois, il faut bien y insister, qu'il aura rédigé, cette version orale ne se distinguera du japonais classique que par quelques traits spécifiques grammaticaux et lexicaux, les deux pouvant d'ailleurs varier au gré des époques et des procédés de conversion. S'il écrit bien en deux langues parfaitement distinctes, suivant deux codes différents de grammaire et de vocabulaire, le lettré japonais n'en parle qu'une seule, sa langue maternelle et paternelle, le japonais. Donnons de ce fait un exemple concret tiré d'un texte bouddhique connu de tous dans le Japon médiéval, le Sutra du Lotus. Une phrase qu'on lirait en chinois moderne, et veuillez pardonner mon accent, Jus Zuijan Yong Puchien Fo, qui se traduit à peu près par de tels pécheurs, au sens de qui commettent des péchés, ne verront jamais de Bouddha, pouvait se réaliser oralement de deux façons en japonais. Soit en lecture phonétique, réservée à la liturgie et aux citations dans les débats, par exemple, et se prononcer alors Nyoshi Zainin Yo Fuken Butsu, où l'on distingue facilement les rapports phonétiques entre chacune des monosyllabes chinoises et japonais. Par exemple, pour donner les deux dernières, n'est-ce pas, Yo Fuken Butsu, les quatre dernières, Yong en chinois, Yo en japonais, Pu en chinois, Fu en japonais, Tien en chinois, Ken en japonais, Fo en chinois, Butsu en japonais. Soit en lecture explicative, par exemple lorsqu'un prédicateur l'insérait dans son sermon. Et cette même phrase se lisait alors Kaku no gotoki tsumishito wa nagaku hotoke o mizu. Nul besoin de connaître le chinois ni le japonais pour voir que les deux propositions n'ont entre elles aucun rapport grammatical ou lexical. Et pourtant, elles sont bien l'une et l'autre la lecture très régulière du même texte chinois écrit. La première incompréhensible sans le soutien de l'écriture, la seconde tout à fait accessible à l'oreille. La conséquence de cela est que le chinois classique, tel qu'il était étudié au Japon, ne pouvait servir à la communication orale en tant que tel. Le lire à voix haute revenait à lire du japonais. C'est pourquoi on peut en ce cas le considérer comme une simple variante stylistique de cette langue, et parler alors de style sino-japonais, terme qui le décrit fort bien, puisqu'il existe effectivement toute une partie de la littérature japonaise écrite dans ce style. Il se distingue du pur japonais classique par la fréquence et la variété du vocabulaire chinois, un peu comme le lexique franco-latin en anglais, et par des tournures grammaticales réservées à la lecture orale du chinois, comme par exemple l'expression de la copule négative ni arazu au lieu de narazu, n'être pas, et d'autres formes encore qui n'ont rien à voir avec la langue chinoise, mais qui, utilisées de longue date dans la lecture explicative des textes chinois, telle qu'elle était enseignée dans les écoles, n'ont pas suivi l'évolution de la langue littéraire japonaise. Fossilisées dans la lecture du chinois, et ce jusqu'à nos jours, elles en sont devenues typiques, ce qui fait que tout en restant à l'intérieur de la langue japonaise, on peut avoir l'impression de s'exprimer comme dans les textes classiques chinois. Il est inutile de préciser que cette impression n'est perceptible qu'au japonais, puisque extérieurement, c'est-à-dire dans l'écriture, où se mêlent signes syllabiques japonais et caractères chinois, rien ne permet de la justifier. Un chinois ne peut la comprendre, pas plus qu'on ne comprend une langue dont on ne peut reconnaître que des éléments dispersés de vocabulaire. En revanche, le texte chinois écrit, rédigé par un auteur japonais, s'il est pris sans considérer sa dimension orale, se trouve dans la même situation que tout autre texte chinois écrit par un auteur chinois ou coréen ou vietnamien. C'est-à-dire que s'il répond aux conditions élémentaires de correction du discours,
condition essentielle quand même, ce texte ne se situe pas seulement à l'intérieur du monde langagier japonais, mais peut aussi changer de dimension et se transmettre à l'extérieur de ce monde, dans l'univers sinisé de la culture d'Asie orientale. Il est inutile de préciser qu'échappant au lecteur japonais, le texte intègre l'ensemble de la production écrite chinoise continentale et ne peut alors répondre que sur ces bases de son interprétation. Il perd toute appartenance phonétique au japonais. Ainsi, les noms propres seront lus selon les normes propres à chaque domaine culturel où ils seront prononcés. Sur le continent chinois, le nom japonais du célèbre clan des Minamoto sera prononcé Yuan. Il faut reconnaître qu'il n'est que très rarement arrivé qu'un texte rédigé en chinois par un auteur japonais connaisse une vie littéraire indépendante sur le continent, les échanges ayant eu lieu le plus souvent du continent en direction de l'archipel. Il est cependant un domaine où ils purent s'exercer avec quelques fruits, c'est celui de la communication directe. Et pourtant, c'était a priori le champ qui était le moins visé par l'enseignement traditionnel du chinois classique au Japon. Si on a bien des témoignages anciens sur une préoccupation effective d'enseigner aux étudiants la prononciation réelle des caractères, et nous ne pouvons aborder ici la question de savoir ce qui était réellement cette prononciation, nous sommes bien obligés de reconnaître qu'une telle préoccupation cessa assez rapidement d'être à l'ordre du jour. L'une des raisons de ce désintérêt pratique, car la question historique et théorique de la prononciation des caractères fut constamment traitée par les philologues japonais, donc, l'une des raisons fut sans doute le changement de destination qui s'opéra au cours du VIIe siècle dans les relations avec le continent. Alors que l'essentiel des échanges se déroulait jusque-là entre le Japon et la péninsule coréenne, il se fit dès lors avec la Chine des Tang et sa capitale Chang'an, entraînant la cour japonaise à légiférer sur le système de prononciation en renonçant à l'ancien à base coréenne pour adopter le nouveau, importé directement de Chine. Il est intéressant d'observer que cette législation, qui date de 693, je crois, n'a pas encore apporté tous ses effets, puisque les deux systèmes continuent de cohabiter. Quelle que soit la prononciation adoptée, il était certain qu'elle ne visait pas à l'efficacité dans la communication quotidienne. On peut même dire que jamais dans l'histoire du Japon, l'enseignement du chinois n'a eu de telle visée. On savait d'ailleurs très bien que la langue parlée sur le continent n'était pas celle des textes, et l'on différenciait clairement entre la compétence en chinois écrit et en chinois parlé. Ainsi, lorsque le religieux Saichō se rendit en Chine en 805, il emmena avec lui un jeune moine capable de parler chinois, talent exceptionnel, alors que la connaissance du chinois écrit était générale dans les milieux monastiques comme dans la noblesse et les cercles lettrés, lesquels étaient d'ailleurs largement les mêmes. On a très peu de renseignements sur la formation au chinois parlé à date ancienne. Il semble qu'une telle compétence ait surtout été le fait d'une transmission familiale ou due à des rencontres rares, par exemple autour de moines chinois venus résider au Japon. Cependant, pour le japonais, qui n'avait pas la chance d'avoir son interprète avec lui en Chine, il restait un recours linguistique qui fut largement pratiqué tout au long de l'histoire, ce que l'on a appelé le dialogue au pinceau, shitsudan, pitan en chinois. C'était le dialogue instauré entre deux personnes de langues différentes grâce au chinois classique écrit. Il se passait en principe de toute aide orale, bien qu'il eût été certainement accompagné de quelques mots de langue parlée selon les aptitudes des acteurs. Il est évident que pour être mené correctement, ce dialogue au pinceau devait avoir lieu entre protagonistes d'égale compétence, chacun avec une idée assez claire des différences entre langue parlée et langue écrite, afin que la première ne vienne pas entraver la compréhension en influant sur la seconde. Les faux amis abondent et abondaient probablement autrefois aussi entre chinois, coréens et japonais. Ainsi, le mot japonais pour lettre, épistolaire, n'est-ce pas, écrit en caractère chinois, signifie papier hygiénique en chinois et en coréen. Ce qui peut créer quelques confusions. De tels dialogues au pinceau étaient donc au mieux réussis lorsqu'ils se tenaient entre lettrés, religieux ou laïcs. Nous en avons des exemples remontant assez haut dans l'histoire japonaise. L'un des plus connus est celui du moine En-nin, mort en 864, auteur d'un célèbre récit de voyage en Chine, relatant son discours et ses pèlerinages en ce pays de 838 à 847. Il fait à plusieurs reprises allusion à ces dialogues au pinceau avec des interlocuteurs chinois, auxquels il recourut régulièrement au long de ses 10 ans de séjour, alors qu'on peut penser qu'il était parvenu à une connaissance convenable du chinois parlé. Ces dialogues au pinceau se sont poursuivis jusqu'à l'époque moderne. On peut même dire qu'ils connurent un renouveau au XIXe siècle avec la reprise de relations diplomatiques ou de confrontations militaires entre les États d'Extrême-Orient.
Ils peuvent souvent dépasser les rencontres brèves et anecdotiques pour aboutir à des œuvres importantes par la taille et l'influence, et ne se limitent pas, bien sûr, aux rapports sino-japonais. Tous les pays qui ont eu le chinois classique comme hiéroglosse, langue sacrée, ou langue référentielle, comme le propose maintenant M. Benoît Grévin dans son livre « Les parchemins des cieux ». Ainsi, le célèbre néo-confucianiste coréen du XVIIIe siècle, Hong Tae-yong, fondateur du courant dit réaliste de la pensée coréenne, s'étant rendu à Pékin sous domination mandchoue, en accompagnant une délégation porteuse de tribus, dans le désir de rencontrer des lettrés chinois, des intellectuels, finit par faire connaissance de deux d'entre eux dans des circonstances pittoresques, que je résume ainsi. L'un des militaires de la délégation, voulant se procurer des lunettes, se rendit au quartier de la Verrerie de Pékin, qui, comme le nom ne l'indique pas, est le quartier des libraires et papetiers, lieu de flânerie par excellence des lettrés chinois. Il y aperçut deux messieurs de belle apparence, dont l'un portait des lunettes. Il se précipita sur lui en lui proposant, dans un chinois parlé très approximatif, de les lui acheter. L'autre, dans un geste de grand seigneur, les ôta et les lui donna sans autre forme de procès, et s'éloigna avec son ami. Affreusement confus, le militaire, à peine remis de sa surprise, entreprit de les suivre afin de voir où ils demeuraient, se promettant de leur rendre visite afin de les remercier dignement. De retour à l'auberge où il logeait, il raconta son aventure à Hong Tae-yong et lui dit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, d'authentiques lettrés chinois qui devaient certainement gagner à être connus. Les deux se rendirent donc dès le lendemain au lotissement, le Hutong, n'est-ce pas, les fameux Hutong de Pékin, indiqués par le militaire, et Hong Tae-yong eut la joie de trouver enfin les interlocuteurs dont il rêvait. Ignorant naturellement le chinois parlé, il s'entretint avec eux à l'aide du pinceau et consigna le fruit de leur dialogue dans un livre intitulé « Dialogues au pinceau dans le lotissement Ganjing », rédigé bien sûr en chinois classique, qui fut une étape importante dans l'histoire de la pensée coréenne moderne. Il se trouve que nous avons la chance d'avoir conservé au Japon un document qui n'est pas sans présenter quelques analogies avec cette rencontre et que je voudrais présenter ici comme un bon exemple de ce que permettent ces dialogues au pinceau. Il met en scène deux lettrés, un Coréen et un Japonais, qui jouèrent tous deux un rôle dans la propagation du néo-confucianisme au Japon et se rencontrèrent dans des circonstances assez malheureuses. Le prétexte en fut l'infructueuse aventure coréenne de Toyotomi Hideyoshi, qui se déroula en deux temps, de 1592 à 1598, et tourna court avec la mort du généralissime japonais. Parmi le butin de guerre de l'envahisseur se trouvèrent un grand nombre d'artisans coréens et de lettrés choisis pour l'utilité potentielle de leurs connaissances, ainsi qu'un grand nombre d'œuvres d'art et d'œuvres littéraires et scientifiques. C'est ainsi que l'un d'entre eux, un fonctionnaire du nom de Kang Han en coréen, 1567-1618, chargé de l'approvisionnement des troupes chinoises alliées des Coréens, fut capturé par les Japonais dans des circonstances qu'il décrivit plus tard de façon assez détaillée. Voulant fuir l'avance de l'armée ennemie, il s'embarqua avec sa famille sur deux navires, mais à la suite d'une erreur du pilote, il fut capturé par un navire japonais. Le navire qui transportait son père put s'échapper, mais Kang Han, ses frères, sa femme et ses enfants furent faits prisonniers et emmenés au Japon. Après plusieurs péripéties qui le séparèrent de sa famille, on les retrouvera tout à l'heure, il se trouva astreint à résidence à Fushimi, au sud-est de Kyoto, dans des conditions suffisamment clémentes pour qu'il pût entretenir pendant près de 2 ans des relations suivies avec un célèbre lettré japonais de l'époque, Fujiwara Seika, 1561-1619. Il n'en fit pas moins plusieurs tentatives d'évasion, parfois rocambolesques, qui furent à chaque fois déjouées, jusqu'à ce qu'il obtint en 1600 d'être libéré et de retourner en Corée après 3 ans de captivité, aidé en cela par Seika et son puissant disciple Hiromichi, que nous allons bientôt revoir. Bien qu'une charge officielle lui ait été rendue dans son pays, en Corée donc, il s'estima indigne de l'assumer en raison de sa reddition à l'ennemi et se retira chez lui, où il forma des disciples et rédigea un ouvrage, en chinois classique bien sûr, sur ce qu'il avait recueilli à propos du Japon, le Kangyang-nok, ou note de captivité, qui fut assez répandu en Corée, mais dont la possession et la lecture furent strictement réprimées par les autorités d'occupation japonaises vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il mourut 1 an avant Fujiwara Seika, l'artisan du renouveau des études confucianistes au Japon, réputé pour avoir enfin transmis de façon systématique les doctrines de l'école dite néo-confucianiste du philosophe chinois Zhuzi, mort en 1200. Vous voyez que c'était assez différé. Et qui fut le maître de l'illustre Hayashi Dazan, 1583-1657. Bien que le néo-confucianisme fit déjà l'objet de l'étude des moines zen appartenant au réseau de grands temples de Kyoto, regroupés sous l'appellation des 5 montagnes,
Et n'oublions pas que Seika fut tout d'abord moine dans un de ses temples avant de renoncer au bouddhisme, dont les contradictions l'agaçaient. Il semble certain que l'arrivée forcée des lettrés coréens et des œuvres chinoises confisquées dans la péninsule joua un rôle décisif dans l'implantation de ces doctrines, dont le gouvernement shogunal finit par faire son idéologie officielle en 1790. Pour résumer d'un trait l'importance de Seika, rappelons qu'il est le premier à ouvrir le recueil classique des propos des sages d'antan, sorte de Diogène Laërce du confucianisme japonais, paru en 1816. Kang Hong mentionne ses rencontres avec Seika dans ses notes de captivité, en précisant d'ailleurs que c'est lui-même qui a cherché à entrer en relation avec des moines japonais afin de mieux connaître la situation du pays, remarquant que bon nombre d'entre eux étaient lettrés, c'est-à-dire qu'ils connaissaient le chinois classique et intelligent. Il se rappelle tout spécialement l'abbé Shun du Myojuin, descendant du grand poète Teika, qui n'est autre que Seika, qu'il décrit comme d'une grande intelligence, comme bon connaisseur des textes anciens, et non sans quelque condescendance, comme assez bon calligraphe. Il précise qu'il a une forte personnalité, en donnant comme exemple qu'il avait dédaigné la résidence et la rente que lui avait offerte Ieyasu, qui avait désormais le pouvoir suprême au Japon. Les quelques pages qu'il consacre à Seika le dépeignent comme profondément insatisfait de la société de son temps, traitant les représentants des clans guerriers japonais, qui tenaient le haut du pavé à l'époque, de brigands, qui feraient bien de prendre modèle sur la Chine et la Corée. Il exprime son regret de n'avoir pu naître en Chine ou en Corée lui-même, où le système des examens officiels permet aux meilleurs d'être reconnus, quel que soit leur statut social. Il lui avoue que par 2 fois il avait voulu se rendre sur le continent, en Chine en 1591, mais une maladie l'en avait empêché, et en Corée plus tard, mais la première expédition de Hideyoshi avait donné le coup de grâce à ses rêves. Le seul japonais que Seika trouve pourvu de quelques qualités est, comme par hasard, son disciple guerrier Akamatsu Hiromichi, le seul à avoir du cœur, et qui n'est pas japonais, bien que vivant au Japon. Il mériterait d'être un confucianiste chinois. Kang Hong, pour sa part, le décrit certes comme un brave homme, mais plutôt obtus, ce Hiromichi. Toujours un livre à la main, mais dont il ne comprenait pas un mot s'il n'avait pas le syllabaire japonais pour l'aider. On le voit, ce sont des propos assez audacieux que le lettré japonais se permet de tenir devant un prisonnier coréen. Il ne semble pas controuvé et s'accorde avec ce que l'on connaît par ailleurs du caractère de Seika, notamment par les propos des sages d'antan. Ce qui est étonnant, c'est la richesse et la justesse des informations qu'a pu ainsi recueillir le captif de Corée, alors qu'il est certain qu'il ne connaissait pas le japonais, ainsi qu'il le dit plusieurs fois dans son ouvrage, et qu'il n'avait pas d'interprète. Comme on s'en doute, c'est grâce au dialogue au pinceau que les 2 lettrés ont pu entretenir une relation aussi profonde et fructueuse. Si nous n'avons dans le livre de Kang Hong qu'un résumé des longues conversations écrites que tinrent les 2 hommes, nous avons la chance de posséder un document très bref, mais très émouvant, à présent inséré dans les 2 volumes des œuvres complètes de Fujiwara Seika, sous le titre de « Dialogue au pinceau avec un captif coréen ». Nous n'avons aucune raison de mettre en doute l'authenticité de ces quelques lignes, qui devraient remonter d'après leur contenu au tout début de leur relation, et qui révèlent d'autant plus la rapidité, la facilité avec laquelle les 2 hommes ont pu trouver une dimension d'humanité qui les mettait sur un pied d'égalité. Je vais les présenter ici. Après quelques préliminaires sur la situation du prisonnier, Seika lui demande, je cite, « Vous êtes séparé de votre femme, mais est-elle vivante ou morte ?» Ce à quoi Kang Hong répond, « Elle s'est noyée lorsque nous avons été capturés. » Cette note de captivité ne parle pas expressément de la mort de sa femme par noyade, bien qu'il mentionne qu'il s'était jeté à l'eau pour tenter d'échapper aux Japonais, ceux-ci les avaient repêchés, et il ne fait pas allusion à son épouse. Seika, pour sa part, alors que rien dans la phrase de Kang ne le laisse à penser, saute en conclusion et semble considérer qu'elle s'est volontairement donné la mort pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Quelle épouse chaste et vertueuse en vérité. Et, ajoute-t-il en une phrase qui pourrait sembler perfide, bien supérieure à son mari, impliquant que Kang n'aurait pas dû se livrer vivant aux Japonais. Mais il se hâte de poursuivre. En entendant, donc c'est Seika, le Japonais, qui parle au Coréen. En entendant cela, les sanglots m'étouffent et mes yeux se remplissent malgré moi de larmes. Quelle extraordinaire affection conjugale. Je ne sais comment exprimer mon émotion. Bien sûr, la pique n'a pas échappé au captif, qui devait s'être déjà fait à lui-même ce reproche. N'oublions pas en effet que de retour en Corée, il s'estimera indigne de reprendre une charge officielle. Mais sans doute porté par la sympathie manifestée par Seika, il désire cette fois s'en expliquer. « Je voulais mourir de même, mais j'avais 2 filles, l'une de 10 ans, l'autre de 13, qui avaient survécu et qui faisaient bien pitié à voir. Bien que les circonstances ne soient pas comme je l'aurais voulu, au moins sont-elles encore en vie. »
Il est certain que l'excuse est de taille et Seika s'enquiert. Où sont à présent vos deux filles? La réponse est laconique. Elles sont toutes deux dans le gynécée du généralissime. Et Seika ne peut qu'ajouter « Vous avez toute ma compassion ». Ce mot de compassion semble ouvrir le cœur de Kang, qui le reprend 2 fois dans sa phrase. Nombreux sont ceux qui ont entendu mon histoire, mais personne encore ne m'avait témoigné de compassion. Vous voir ainsi exprimer par écrit votre compassion, vénérable, me terrasse d'émotion. Devant cette réaction, Seika se livre à un début d'auto-analyse. Je suis de nature sensible. Il ne s'agit pas seulement de vous, telle est ma réaction devant toute chose. Et il a recours à une citation de Mencius pour lui dire « Croyez bien que je suis sincère ». À l'évidence, les 2 protagonistes se sont accordés, et le captif s'enhardit. « Je ne suis pas mort et j'ai survécu dans ce pays. Je ne diffère donc plus de ses habitants. Je voudrais connaître votre nom et vos fonctions, si vous en êtes d'accord. » Si la première phrase nous semble un peu outrée, je ne diffère donc plus des habitants du Japon, il n'y a pas de raison de soupçonner la sincérité de Kang Hang, car dans ses notes, il fait justement allusion aux Coréens qui ont été transplantés au Japon lors de la première campagne de Hideyoshi, quelques années seulement auparavant, en disant d'eux qu'ils étaient déjà à moitié japonais. Il ne faut donc pas voir ici une exagération, mais un reflet de l'idée selon laquelle le changement de climat provoque le changement de nature et l'adaptation au nouveau milieu en un processus inéluctable. Quitte à devenir japonais, autant se faire des relations. Toujours est-il que cette question d'apparence bien anodine, venant après la montée progressive des émotions que nous avons vues dans les échanges précédents, déclenche chez Seika comme un irrésistible besoin de confession qui se transforme en même temps en manifeste et en programme de vie. Sa réponse est la plus longue, quoique brève, est la plus longue tirade de cet échange. Elle commence par un important élément autobiographique. « J'ai perdu tout jeune mes parents et ne connais pas d'entrave familiale, ni femme ni enfant. » Orphelin et célibataire, il est en cela conforme à la vie monastique bouddhique idéale. Le terme d'entrave des femmes et des enfants est typique des textes bouddhiques. Mais la phrase suivante nous plonge dans le monde du taoïsme. « Distant et solitaire, mon seul plaisir est la contemplation du principe céleste. » Le terme de principe céleste apparaît déjà chez Chuangzi, n'est-ce pas, vers le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, avant d'être repris dans le néo-confucianisme. Et cette référence à l'antique maître est renforcée par les mots qui suivent. « Je passe mes jours en compagnie des fleurs et des saules, et fidèle au précepte de Chuangzi, sur l'arbre mort qui se dresse au centre, j'ai pris pour nom littéraire le maître de l'arbre mort dressé. » Après cette prise de position taoïsante, Seika en tire les conséquences logiques pour sa vie sociale. « Je n'ai pas de fonction officielle, les affaires humaines me sont indifférentes, et je vis comme je l'entends, m'en tenant à moi-même. » Ce sont des propos véritablement étonnants de la part du fondateur du néo-confucianisme japonais. Même si l'on peut se dire que l'influence de Kang Hang ne s'était pas encore exercée sur lui, puisqu'il venait de faire connaissance, mais on sait par ailleurs que l'intérêt de Seika pour le confucianisme datait d'avant leur rencontre. Il semble d'ailleurs qu'il se soit surpris lui-même de ces déclarations audacieuses, car il change abruptement de sujet et revient à son hôte. Si vous, dans la même tirade, n'est-ce pas ? Si vous en avez le loisir, venez donc me rendre visite à Kyoto. Et le ton redevient certes anodin, mais non dépourvu de sollicitude. Loin de votre pays, privé de votre femme, vous êtes toujours plongé dans la mélancolie. Que voulez-vous ? Ainsi va le monde, et l'on ne peut rien au principe céleste, c'est-à-dire cette fois la nature des choses. Gains et pertes, séparations et rencontres se succèdent d'instant en instant. La seule chose à faire, je ne peux traduire que littéralement, est de détendre son esprit. Ces bons conseils un peu creux semblent impressionner Kang Hang, qui prend poliment congé. Je me répéterai souvent vos préceptes, et peut-être arriverai-je à me détendre l'esprit. Je vous remercie profondément. Il est très dommage que nous n'ayons pas davantage de traces des dialogues au pinceau entre ces deux lettrés. Les notes de captivité de Kang Hang, nous l'avons vu, tracent de Fujiwara Seika un portrait très favorable, d'autant plus crédible que le Coréen est désormais hors de danger et qu'il ne se prive pas de dire ce qu'il pense sans crainte de blesser quiconque. Nous l'avons d'ailleurs bien vu dans les remarques mordantes qu'il fait sur Akamatsu Hinomichi, le disciple favori de Seika. Nous pouvons donc être raisonnablement certains qu'il s'est réellement produit quelque chose entre eux. Pour bref qu'il soit, leur échange écrit montre une nette progression dans la compréhension mutuelle. On distingue 3 degrés. Tout d'abord, un échange factuel concernant le sort de Kang Hang et de sa famille. Ensuite, la manifestation de l'émotion de Seika.
et les réactions du japonais devant ce signe d'humaine compassion, du coréen devant ce signe d'humaine compassion. Enfin, la proclamation de Seika, jetant bas le masque et déclarant son anarchisme taoïsant, avec en décrescendo le retour à une banalité courtoise. Il est possible de distinguer en même temps 3 niveaux de langue mis en œuvre dans ce dialogue, ou plutôt 3 niveaux d'utilisation de la langue correspondant à ces 3 degrés. Nous avons tout d'abord les éléments concrets de la vie mouvementée de Kang Hang. Pour les décrire, n'importe quelle lingua franca aurait fait l'affaire. Mais les réactions qu'exprime Seika sont empreintes de confucianisme, épouse chaste et vertueuse, et de réminiscences poétiques chinoises pour décrire ses larmes, qui sont un tissu de citations. Nous sommes déjà dans une autre dimension, dans laquelle seules peuvent communier 2 personnes qui ont été formées par la même éducation et reconnaissent les mêmes valeurs morales. Vient ensuite ce mot de compassion, lancé par Seika. C'est le mot chinois tsoda, sokudatsu en japonais. Malgré son état de prêtre bouddhique, lorsque se produit, ça n'aide pas, mais vous allez voir pourquoi, je vous le dis. Malgré son état de prêtre bouddhique, lorsque se produit cette rencontre, le terme qu'il utilise ne relève pas du vocabulaire religieux, mais appartient au fond le plus ancien des classiques chinois. L'une des premières attestations s'en trouvant dans le livre des rites, donc qui était déjà vieux au temps de Confucius. Il aurait pu faire appel à l'abondant lexique bouddhique pour exprimer une sympathie, en quelque sorte étayée par une vue religieuse du monde, de ce monde misérable et flottant où tout est impermanent. Mais malgré son habit, je suppose du moins qu'il le portait lors de cet entretien, puisque Kang Hang l'appelle vénérable, Seika s'en tient résolument à un sentiment parfaitement humain, qui exprime justement ce mot de compassion, qui n'est pas la compassion bouddhique. Il n'y va pas d'un couplet sur les malheurs du monde. Et lorsqu'il lui dit à la fin qu'ainsi va le monde, il se tient encore à l'écart du répertoire bouddhique pour choisir un terme neutre, JC, relevant du politique. Nous avons vu que c'est ce terme de compassion résolument humaine et non commandé par un réflexe ecclésiastique qui semble bouleverser le prisonnier coréen et rapproche désormais les 2 interlocuteurs. Ils se sont reconnus comme gens du même monde. Et puis nous arrivons au 3e niveau. Peut-être conviendrait-il d'employer une image plus expressive et dire que cette fois, Seika prend tout seul son essor lorsque Kang lui demande de parler de lui-même. On dirait presque qu'il se déboutonne, qu'il fait un coming out. Et on peut imaginer la surprise de son interlocuteur à la lecture de cette brève mais percutante confession. Nous l'avons vu citer Mencius et le livre des rites, mais pour ce court monologue, il se situe clairement dans une perspective qui n'est plus le confucianisme, mais le taoïsme, la doctrine de la pratique individuelle, de l'hostilité à tout pouvoir constitué, de la contemplation solitaire. C'est évidemment très étonnant de la part d'un confucianiste et en même temps relativement rare chez un lettré japonais, où l'attitude taoïsante n'a jamais été de mise, et donc d'autant plus remarquable. Ce serait plutôt le bouddhisme qui menait à une telle attitude au Japon. Nous avons vu que Kang Hang, dans son livre de souvenirs, l'a aussi présenté comme révolté contre le système japonais, a présenté Seika comme révolté contre le système japonais, mais au nom d'un confucianisme intransigeant. Il se peut que son hostilité aux affaires publiques ait pris 2 aspects. D'une part, et extérieurement, l'exigence d'un attachement plus rigoureux au confucianisme, et de l'autre, intérieurement, celui d'un refus complet de tout engagement politique. Il est vrai qu'une telle double attitude était assez courante chez les lettrés chinois, pas japonais. Et Seika n'est en cela pas aussi original qu'on pourrait le penser. Je verrais volontiers une confirmation de son aversion pour le politique dans la dérobade par laquelle Seika présenta son disciple Hayashi Razan au shogun Ieyasu, qui cherchait le conseil d'un lettré confucianiste, tout en restant lui-même à Kyoto dans un serein retrait du monde. Toujours-il que cette, à première vue, étonnante tirade de Seika est paradoxale. Il entend à l'évidence confier le secret de son âme à son hôte coréen, mais il le fait à l'aide d'une chaîne d'expressions toute faite, de clichés littéraires qui encadrent son éclat anarchisant dans les limites d'une tradition bien établie, immédiatement identifiable par son interlocuteur, qui a la même formation intellectuelle que lui. Il est hors de doute que Seika a fait un certain cas de ces brèves lignes, puisqu'elles furent conservées et qu'elles ont pu être consignées dans ses œuvres complètes. Nous ne saurons jamais si la valeur qu'il leur accordait tenait au souvenir qu'il représentait d'une amitié importante ou bien à une certaine satisfaction personnelle à relire de temps à autre une profession de foi dans laquelle il aimait peut-être se retrouver. Que peut nous apprendre ce dialogue au pinceau, tenu en chinois classique entre un coréen et un japonais ? Du point de vue de la langue, le rapport entre chinois et coréen est à peu près le même qu'entre chinois et japonais. Ce sont 2 langues fondamentalement différentes. Les lettrés des 2 pays n'étudiaient pas le chinois classique dans un but de communication internationale. Il existait pour cela des interprètes, surtout en Corée.
L'étude du chinois était véritablement celle des literae humaniores. Elle visait à former des hommes accomplis à l'intérieur de leur culture, non des citoyens du monde. C'est presque par accident que des lettrés de pays différents en venaient à l'utiliser comme lingua franca. Mais nous voyons immédiatement la différence d'avec l'anglais d'aéroport, dont parlait M. Fumaroli hier. Presque spontanément, naturellement, cette langue qui est par essence autre mène ceux qui la manipulent à s'ouvrir, à se confesser, à se livrer à un acte de dévoilement de soi qu'ils n'accompliraient pas volontiers dans leur propre langue. Mais cet acte a priori impudique ou ridicule se fait d'autant plus facilement que l'expression en est balisée par le recours à des citations classiques d'auteurs prestigieux. On sait que l'autre comprendra, car il pourra sans peine rapporter ses propos intimes à des précédents historiques ou littéraires, à ces exemples-là que tout le monde connaissait. Cette confession est d'ailleurs facilitée par des contingences grammaticales. Le japonais, je ne peux pas entrer dans les détails, donc je vais être très général, le japonais n'utilise pas volontiers les pronoms personnels, et tout dialogue engage un rapport de hiérarchie en japonais. En coréen comme en japonais, le prisonnier aurait utilisé des termes d'humilité pour soi et honorifique pour l'autre. Ici, les deux ont recours aux pronoms usuels du chinois qui n'engagent aucun rapport de supériorité. C'est vrai en tout cas de la première personne qu'ils utilisent tous les deux. Pour la seconde, le coréen donne du vénérable à Seika, mais c'est normal puisqu'il est moine. Ce qui est important, c'est que le « je » de la confession soit utilisé librement par les deux interlocuteurs. Ainsi, le chinois classique n'était la langue de personne, même pas des lettrés chinois. Mais enraciné dès l'enfance dans les esprits, et avec d'autant plus d'efficacité que dans sa réalisation orale, elle ne différait pas du japonais, voire du coréen, il devenait pour ces lettrés intérieur intimo meo. Et lorsque les malheurs de l'histoire faisaient que cette langue dut servir, comme tout autre, à la communication quotidienne, même si les instruments en étaient quelque peu différents, ces utilisateurs se trouvaient spontanément élevés à une dimension à laquelle une langue véhiculaire n'aurait pas donné accès. Je pense que nous aurons tous des exemples qui, pour divers qu'ils soient par les expressions culturelles concrètes, évoqueront de grandes similarités, en ce qu'ils mènent à la révélation de l'identité, en passant par l'altérité réciproque de la langue étrangère pour tous, mais commune parce qu'elle a formé ceux qui l'utilisent. Je vous remercie. Excusez-moi. Eh bien, cher Jean-Noël, votre présentation, comme on pouvait le supposer, était non seulement extraordinairement, enfin, pour nous, très savante, mais aussi d'une extrême subtilité et d'une extrême profondeur, et elle est applicable à ce qui nous est plus familier de façon tout à fait remarquable. Cette relation entre le chinois classique et le japonais, vous nous l'expliquez très clairement et nous croyons voir, nous autres, de quoi il s'agit, sans avoir l'impression de comprendre complètement. Il nous manque toujours quelque chose pour voir comment cela se passait. Mais quand vous en venez à la fois à l'exposé des circonstances et à l'analyse de ce dialogue si extraordinairement émouvant, dans à la fois ces épanchements contenus et codifiés par la culture, cette dignité des interlocuteurs, etc. Alors là, nous découvrons quelque chose sur quoi vous avez attiré l'attention en conclusion, c'est que ce qui permettait au chinois classique d'être utilisé par tous ces peuples comme langue de communication grâce au dialogue au pinceau, c'était justement qu'il n'était pas étudié comme une langue de communication, qu'il était étudié comme une langue classique, comme nous étudions les langues anciennes, et qu'on ne communique pas sur la vie, la mort, les malheurs de sa famille en anglais d'aéroport, tandis que même si nous ne sommes plus capables de parler vraiment le latin et le grec, c'est à travers une culture commune, des références communes, des littératures communes que nous pouvons vraiment communier avec quelqu'un qui viendrait d'ailleurs et qui ne parlerait pas notre langue. Et ce qui est admirable dans ce dialogue au pinceau, c'est que grâce à cette particularité des langues et de leur écriture, eh bien, ce dialogue au pinceau
évite cette dépossession de la langue et ces déchirements autour desquels nous tournons depuis hier, en tout cas depuis hier après-midi. Il y a une apparence apaisée et cette possibilité de communion dans une culture commune, malgré la différence des langues, est tout à fait possible. C'est quelque chose qui me transporte. Et vous savez, chaque fois que je vous entends, je regrette à la fois les limites de mes capacités intellectuelles et ma paresse qui ont fait que je me suis cantonné dans des langues faciles.